pourquoi l'Iran ne craque pas. Après 4 semaines de guerre et de frappes intenses d'Israël et des États-Unis, le régime des Mollahs semble toujours tenir bon. Alors, les Houthis parlent de plusieurs missiles balistiques tirés en direction d'Israël. Cette opération a coïncidé avec les actions héroïques menées par nos frères moudjahidines en Iran et par le Hezbollah au Liban. Alors que la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran entre dans sa 5e semaine, Téhéran accuse Washington de préparer une invasion. Les États-Unis quitteront sous peu le pays, oui, en 2-3 semaines, oui. Il n'y a pas de raison de rester indéfiniment. Mais cela ne nous concerne pas. Ça concerne la France, ça concerne d'autres pays qui ont besoin du détroit. Encore une fois, le régime a changé. Le changement de régime n'était pas un objectif, pas d'armes nucléaires. C'était l'objectif principal et cet objectif a été atteint. La définition qu'il nous donne du changement de régime, je ne sais pas si elle passera un jour dans les lexiques de la science politique, mais elle est quand même croustillante, puisqu'il a dit on a tué le chef, le guide suprême, Khamenei. Certains disaient que ça suffirait d'ailleurs pour un changement de régime, ce qui n'a pas été le cas. Puis on a tué ceux qui venaient juste derrière. Alors il fait probablement référence à Larijani et à d'autres personnalités de cette nature. Et du coup, la troisième, c'est le changement de régime. C'est-à-dire les deux premières, c'est pas un changement de régime, mais le troisième, c'est un changement de régime. C'est absurde, ça ne veut rien dire. Tic-tac, 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 offensive terrestre ou pas, au moment où nous enregistrons cette émission, la coalition américano-israélienne n'a pas encore lancé une opération d'invasion au sol de la République islamique d'Iran. Mais Donald Trump et Benjamin Netanyahou pourront-ils faire autrement ? A priori, les offensives au sol apparaissent comme des manifestations de puissance. Mais dans la guerre multipolarisée qui se joue actuellement, elle pourrait être l'expression d'une fuite en avant, d'une plongée dans le vide, car rien ne va, comme le président américain l'avait espéré. Il comptait faire valoir sa jurisprudence Venezuela, une action forte qui fait bouger les lignes et construit un nouveau paradigme dont il peut s'enorgueillir. Mais les assassinats de l'ayatollah Khamenei et d'une partie de ses proches n'ont fait que souder et radicaliser le pouvoir iranien. Un pouvoir iranien qui, face à l'agression, entend répandre l'épouvante comme un cancer qui se propage. En Israël, par exemple, où c'est désormais l'heure du grand doute. Un missile balistique iranien a sévèrement endommagé les habitations d'un village, le village d'Eshtaol, près de Jérusalem. Un rappel que si 90% des projectiles sont interceptés, certains frappent. Mais aussi à Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Qatar, bref, dans les monarchies du Golfe. Et aussi sur l'économie mondiale, avec le spectre d'un choc pétrolier qui s'approche un peu plus chaque jour. Voilà donc Donald Trump qui cherche un échappatoire que les Iraniens ne semblent pas vouloir lui donner. Trump s'est embringué dans cette guerre sans vision claire. Un jour, il nous dit il veut mettre à bas le régime des Mollahs. Une semaine après, je leur ferai pire s'ils continuent, donc entérinant le fait qu'ils vont rester. Depuis maintenant quelques semaines, Trump essaye de chercher une porte de sortie. La confiance des marchés, évidemment, s'effrite. Et surtout, la base MAGA, son électorat de base, celui qu'il a suivi le 6 janvier 2021 et dont il pourrait avoir besoin dans d'autres circonstances, est en train de le lâcher. Mais le POTUS ne peut pas non plus se permettre de perdre la face, alors qu'il est le grand chef MAGA et qu'une pantalonnade saperait définitivement son mandat et la crédibilité de son pays. Peut-il refuser de se saisir de la guerre tous azimuts comme seule perspective de survie ? Et plus profondément, notre monde est-il désormais un navire sans gouvernail, pris dans des contradictions politiques et économiques inédites, où tout est désormais possible ? Ce sont les sujets que je m'en vais aborder avec Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres, dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, et le tout nouveau Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paru chez Odile Jacob. Vous regardez Mondialité sur Off Investigation.
Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, tu dis souvent que tu n'es pas un spécialiste de l'horoscope, donc on ne va pas faire des prédictions sur l'imminence ou pas d'une offensive terrestre au moment où nous tournons, qui est différente du moment où nous allons être diffusés. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est, dans le fond, si offensive terrestre il y a finalement, quelle serait la rationalité qui pousserait donc Donald Trump et Benjamin Netanyahou à faire ce pas dans le vide? Alors, le mot rationalité est intéressant parce qu'il a longtemps été la boussole des relations internationales, c'est-à-dire on considérait que la scène internationale était peuplée de stratèges. Les anglo-saxons, les États-Unis d'ailleurs en l'espèce, avaient forgé le concept de rational choice, de choix rationnel, pour tenter d'analyser le mode d'interaction entre ces États gladiateurs. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ? D'abord parce que, disons les choses nettement, on a affaire, dans la séquence présente, à des acteurs clairement irrationnels. Je crois qu'il faut s'interroger sur la personnalité même de M. Trump. Alors moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas me prononcer sur ses pathologies, mais enfin, il est clair que cet homme n'a pas un comportement rationnel. Et dans l'histoire, on a eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer, pas si souvent que ça, mais de temps en temps, des acteurs qui manquaient à la rationalité. Pourquoi il n'est pas rationnel ? Il n'est pas rationnel parce que quelqu'un qui est rationnel est, pardon du mot peut-être un peu cuistre, conséquentialiste, c'est-à-dire il agit en mesurant toutes les conséquences de son acte et en considérant que les conséquences d'une décision sont moins dangereuses que ne rien faire. En gros, c'est ça, le conséquentialisme. Là, on voit bien, et la séquence iranienne est particulièrement éclairante, que la prise en compte des conséquences de son acte n'a pas été le déterminant de son action. Alors, il agit comment ? Et c'est là que ça devient intéressant. Il agit en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'il faut que nous ayons dans la tête. Moi, j'en vois 3. Il y a d'abord le paramètre de l'affichage. C'est un homme qui considère que la priorité des priorités, c'est montrer la puissance américaine. J'ai eu l'occasion, dans nos entretiens précédents, d'employer le terme de gonflette. C'est exactement ça. C'est-à-dire, les États-Unis sont dans une situation de crise extrêmement sévère. On l'oublie. La crise profonde qui agite la société américaine. Il y a une demande sociale de puissance. Il y a une demande sociale de remonter à la surface. On n'imagine pas à quel point, dans un pays, dans une région comme le Moyen-Orient, les États-Unis ont perdu des points depuis la chute du Shah en 1979, la transformation de facto de l'OTAN qui fait que la Turquie n'est plus l'allié fidèle sur place, du fait de l'autonomisation et d'Israël et des pétromonarchies. Il n'y a plus rien, il est nécessaire donc de se réafficher. Alors, question qu'on doit se poser, est-ce que l'affichage ne passe pas par le risque ? Ben oui, si, l'affichage passe par le risque. D'ailleurs que pour maintenir l'illusion d'une hégémonie, il faut, comme on dit maintenant, le terme est affreux, du bouger. C'est-à-dire, là, ça va dans le sens d'un risque d'intervention. Ça, c'est sa première rationalité, qui est irrationnelle, parce que l'affichage, ça ne rapporte pas. Donc, par rapport à ce que je disais sur la conséquence, ça ne sert à rien. Il y a une deuxième rationalité chez lui, c'est ce que j'appellerais la rationalité interactive. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser Netanyahou seul. À partir du moment où Netanyahou décide d'avancer face à ces différents fronts qui sont si nombreux, la Cisjordanie, Gaza, le Liban, la Syrie et maintenant l'Iran, on ne peut pas lui laisser d'autonomie, parce que si on laisse Netanyahou agir seul, c'est lui qui devient le véritable hégémone au Moyen-Orient. Donc il y a cette situation quand même assez spéciale d'un Trump qui est à la remorque de Netanyahou, et Netanyahou n'a pas intérêt à lâcher prise, hein, il faut voir. Et pourquoi Netanyahou ne lâche pas prise ? Eh bien parce que, ce qui est quand même le grand fait de notre siècle,
on le laisse faire absolument ce qu'il veut. Il a tué 100 000 Gazaouis, il a de facto annexé une partie nouvelle de la Syrie, il va occuper le sud du Liban et déplacer 1 million de personnes, il va continuer à persécuter les populations cisjordanie. Personne ne bouge. On a bougé juste quand il a interdit de dire la messe des rameaux. Là, effectivement, il y a eu des prises de position occidentales, ce qui d'ailleurs était normal, parce que c'était scandaleux de porter ainsi atteinte à la liberté religieuse. Mais par rapport aux 100 000 morts, c'est quand même différent. Et puis, il y a une troisième rationalité, qui est ce que j'appelle l'égo-rationalité. C'est-à-dire, c'est un homme qui gouverne, il y en a, c'est une espèce connue de gouvernants et de princes du monde, c'est un homme qui gouverne en montrant son omnipotence, en montrant qu'il est au centre. C'est-à-dire, pour lui, gouverner, c'est montrer qu'il prend les décisions et qu'il les prend seul. Cette égo-rationalité, elle est typiquement trumpienne, mais c'est une maladie qui est en train de pousser un peu partout dans le monde, si tu regardes. On pourrait citer beaucoup de gens, on pourrait mettre Poutine, mais on pourrait mettre beaucoup de dirigeants européens aussi dans cette situation. C'est-à-dire, l'essentiel pour moi, c'est de montrer que je suis la personne qui incarne le pouvoir, et pour ça, j'ai besoin de faire du spectacle. Et ça, c'est d'abord une pathologie. Pourquoi ? Parce que ça veut dire une régression des institutions. Et ça, partout dans le monde, on voit que les institutions reculent au profit des personnes. Et c'est dangereux parce que, toujours mon argument du conséquentialisme, lorsque l'on agit par rapport à sa propre rationalité, M. de la Palisse aurait expliqué que l'on agit contre aussi la rationalité collective. Alors, les signaux d'une attaque probables sont là, en tout cas dans la bouche de Donald Trump. Il a menacé de raser la très stratégique île de Karg, qui est très importante pour le commerce de pétrole, on va dire, iranien, mais également pour l'équilibre pétrolier dans le monde. C'est-à-dire, cette action pourrait elle-même engendrer des conséquences pour les États-Unis. Et il a aussi dit que désormais, il avait des contacts pour éventuellement un changement de régime. Ça, ce sont des éléments quand même qu'il faut prendre en compte. Oui, alors le changement de régime, c'est très intéressant parce que la définition qu'il nous donne du changement de régime, je ne sais pas si elle passera un jour dans les lexiques de la science politique, mais elle est quand même croustillante, puisqu'il a dit on a tué le chef, le guide suprême, Khamenei. Certains disaient que ça suffirait d'ailleurs pour un changement de régime, ce qui n'a pas été le cas. Puis on a tué ceux qui venaient juste derrière. Alors il fait probablement référence à Larijani et à d'autres personnalités de cette nature. Et du coup, la troisième, c'est le changement de régime. C'est-à-dire les deux premières, c'est pas un changement de régime, mais le troisième, c'est un changement de régime. C'est absurde, ça ne veut rien dire. Et il faut aussi savoir ce que c'est qu'un régime. Un régime, c'est pas des personnes, un régime, c'est un système. Le système, il est fragile ou il est solide. Dans le cas de la République islamique, il s'est cimenté quand même pendant 47 ans, et du fait de sa logique tentaculaire, il implique un très très grand nombre de personnes. Donc, ce n'est même pas une opération au sol qui pourra faire avancer d'un iota le changement de régime. Ce qui peut se produire, peut-être c'est ça qu'il veut dire, parce que quelquefois il s'exprime mal, aussi. Peut-être qu'il veut dire que le régime lui-même, pour perdurer, va s'assouplir, s'adapter, ce qui est peut-être une hypothèse recevable, il ne faut pas la rejeter comme telle, ça s'est déjà vu dans l'histoire, c'est un régime qui essaye de s'accommoder d'un contexte international plus difficile, mais il y a l'autre hypothèse qui est au moins aussi forte, qui consiste à dire la meilleure façon de réagir, c'est de se radicaliser. Et d'ailleurs, si on voit ceux qui ont été nommés ou ceux qui sont aujourd'hui au premier rang, c'est plutôt des gens de sensibilité radicale. Alors quelquefois, les plus radicaux sont ceux qui savent le mieux s'adapter, enfin ça aussi c'est toute une leçon de l'histoire, mais c'est pas du tout gagné. Donc le changement de régime, moi je ne le crois pas véritablement pertinent comme objectif.
Alors, on a l'impression que les plus grands perdants, en tout cas de ces premiers mois de guerre, ce sont les monarchies du Golfe. On pense notamment à Bahreïn, où il y a une opposition interne qui s'agite et qui pousse, entre guillemets, en tout cas, ce qui amène le pouvoir à être très répressif, une répression qui est documentée. On a aussi des autres pays, comme le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et c'est le moment que Donald Trump trouve pour se moquer de son allié, le prince héritier saoudien. Pas se moquer, l'injurier. J'oserais même pas répéter devant toi ce qu'il a dit à son propos, qui est absolument incroyable. Et si cet homme n'est pas capable de réagir alors qu'on le dit d'une fierté, d'une susceptibilité sans mesure, c'est que véritablement son air est fini. Mais c'est très intéressant ce qui se passe avec les pétromonarchies, parce que d'un certain point de vue, cette initiative israélo-états-unienne. Parce que ces pétromonarchies ne l'ont pas choisi, ils n'ont pas choisi au début en tout cas. Oui, mais tu as raison de dire que c'est les principales victimes, en tous les cas les victimes les plus immédiates, mais c'est aussi le fait que cette initiative israélo-états-unienne a révélé la vraie fragilité de ces pétromonarchies. Et le fait qu'il y ait eu un événement de cette taille capable de montrer que c'était une bulle, que c'était du vent, est probablement très déstabilisant. Je vais m'en expliquer. Moi, j'ai toujours cru, dans mon dernier livre sur Par-delà la puissance et la guerre, je le dis à propos de l'Arabie saoudite, que le fameux plan 2030, que ce fameux nouveau modèle qui devait marquer une phase nouvelle du développement, d'un surdéveloppement, était factice. Pourquoi il était factice ? Parce que les pétromonarchies avaient un talon d'Achille. Ce talon d'Achille, c'était quoi ? C'était que leur succès économique, politique, diplomatique, social, culturel, leur succès était en fait dépendant du système global. C'est-à-dire, l'Arabie saoudite gagnait parce qu'on avait besoin d'elle pour lui acheter du pétrole et pour avoir ainsi un îlot, un espace de surdéveloppement qui finalement faisait la fortune de tout le monde. À partir du moment où le modèle n'avait plus l'équilibre de départ, il ne valait plus rien. Et donc, en l'espace de quelques jours, on a vu ce qui apparaissait comme l'un des grands succès de la post-bipolarité s'effondrer, perdre sa crédibilité, perdre son efficacité économique, perdre de sa fonctionnalité. Pourquoi aller chercher un modèle pareil quand on voit qu'il peut s'effondrer à n'importe quelle occasion ? Donc c'est une tragédie pour toutes ces pétromonarchies, pour l'Arabie saoudite, pour le Koweït, pour le Qatar, pour les Émirats arabes unis, en plus État qui se moussaient beaucoup sur la scène internationale et qui aujourd'hui perdent leur carrure économique, touristique, aéroportuaire, financière. On parle de beaucoup de fuites de capitaux, etc. Donc effectivement, ils sont victimes de leur propre artifice. Seulement, l'erreur archi-monumentale de Trump et de Netanyahou, c'est d'avoir favorisé cette éclosion, l'éclosion de cette vérité et l'apparition de cette stupeur mondiale. Pour Netanyahou, et ça prouve que lui aussi n'est pas un conséquentialiste, pour Netanyahou, c'était le pôle de stabilité sur lequel il pouvait s'appuyer jusqu'à en faire la base de nouveaux accords dits d'Abraham. Ça avait déjà été le cas avec les Émirats arabes unis, mais ça pouvait l'être aussi avec les autres, les Émirats arabes unis et Bahreïn, deux, n'est-ce pas ? Donc, il perd un îlot de stabilité qu'il aurait pu faire la base d'un soutien nouveau pour sa politique. Et pour Trump, c'est effectivement le dernier allié potentiel dans la région qui vient à disparaître. Là, c'est pas disparaître, ils n'ont pas encore disparu. Ils disparaissent en tous les cas dans ce statut d'allié fort, solide et crédible. Mais il va falloir les renflouer. Et renflouer, ça coûte. Mais justement, Donald Trump met ces pays dans les difficultés, puis il se moque. C'est quoi la logique ?
La logique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'affichage, c'est... C'est du sadisme, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on peut considérer comme sadique tout ce qui est fait et qui porte des conséquences qui vous retombent sur le pied, ce qui est effectivement le cas. Alors, certains régimes arabes pourraient-ils tomber, là, avec ces événements? Oui, il ne faut pas se précipiter sur des verbes comme tomber, changer de régime, etc. Moi, je ne parie, je ne spécule rien, ni sur la famille Saoud, ni sur la famille Thani au Qatar, ni sur la famille Sabah au Koweït, ni Khalifa au Bahreïn. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que toutes ces pétromonarchies, elles avaient une crédibilité et elles avaient pour elles une confiance communément partagée par les puissances financières, économiques, politiques et diplomatiques mondiales. Là, elles ne perdent peut-être pas tout, mais elles perdent ce qui faisait leur force. Et à mon avis, les dirigeants de la République islamique ont su, eux, sont certainement plus conséquentialistes. Ils ont vu le profit qu'ils pouvaient tirer de la chute de ces pétromonarchies. Et effectivement, ma théorie a toujours été de dire que les guerres aujourd'hui, elles ne sont gagnées ni perdues par personne, ce qui est probablement le cas de celle-ci. Mais là, l'Iran a trouvé le petit canal qui lui permettait probablement de sauver la mise, qui était quand même très mal engagée. Alors, des signaux nous arrivent également d'Israël, où le moral de l'armée n'est pas très fort. En Israël, le soutien à la guerre s'essouffle, tout comme l'armée. Le chef de l'opposition vient de mettre en garde contre un désastre sécuritaire à venir par manque d'effectifs. הרמטכ"ל דיווח אתמול לקבינט שכוחות הסדיר בקריסה גמורה. אין לצבא מספיק חיילים למשימות שלו. L'armée israélienne dit en effet avoir besoin de davantage de combattants pour mener à bien ses guerres au Liban, en Iran, en Syrie, en Cisjordanie occupée et à Gaza. Le nombre de réservistes mobilisables vient d'être porté de 280 000 à 400 000. Des voix réclament aussi la mobilisation des Haredim, mais c'est une idée très impopulaire chez ces juifs ultra-orthodoxes exemptés de service militaire et qui représentent 13% de la population. Et par ailleurs, cette armée israélienne, elle s'est créée un Gaza bis au Liban, enfin, exagérons pas, mais en tout cas, un autre endroit où elle commet des crimes et où ces crimes, cette fois-ci, sont visibles parce qu'il y a beaucoup plus de journalistes à Beyrouth qu'à Gaza et il y a également plus de symbolique, disons, qui parle à l'Occident, puisque l'on voit par exemple que la droite chrétienne, y compris en France, commence à pester très fortement contre Israël et à même en remettre en cause de manière symétrique avec la droite religieuse américaine, remettre en cause même la légitimité d'Israël. Oui, alors d'abord, moi, j'aime pas beaucoup que l'on compare avec Gaza, parce que Gaza, c'est l'absolu. Gaza, c'est au moins 100 000 morts, dont 30 à 40% de femmes, d'enfants, de vieillards. Donc, Gaza, c'est une horreur absolue comme on n'en a pas connu depuis 1945. Il ne faut pas l'oublier. Bon, le Liban, c'est douloureux, on en est à 1000 morts. 1000, 100 000, population de 8 millions dans le cas du Liban, de 2 millions dans le cas de Gaza. Le ratio est entièrement différent. Mais l'impact en termes d'image, voilà. C'est-à-dire, moi, agit comme une saison 2. C'est pour ça que, bien entendu, je ne comparais pas les tragédies. Oui, mais moi, justement, la grande énigme de ma vie, je crois, je fais des relations internationales depuis 50 ans, c'est cette incroyable indifférence des chancelleries du monde face au massacre de Gaza. C'est incroyable que l'on n'ait plus laissé 100 000 morts dans la totale indifférence. S'il n'y avait pas eu les opinions publiques, les étudiants, les manifestations de toute nature, les mouvements sociaux de toute nature qui commençaient à bouger, peut-être qu'on en serait aujourd'hui à 200 000. Les diplomaties, rien. L'Europe n'a rien fait. L'Europe aurait pu sanctionner Israël, l'Europe a sanctionné la Russie, a sanctionné l'Iran, bon, peut-être, et en ce qui concerne la Russie, certainement à juste titre, mais rien
pour empêcher M. Netanyahou de faire ça. Et du coup, elle est responsable de ce délire, de ce vertige dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi cet homme s'arrêterait puisqu'il sait que personne ne l'arrête? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vie d'un Libanais, pour les Européens, pour les Occidentaux, c'est plus important que la vie des Gazaouis. Peut-être parce que le Liban est une terre de chrétienté. La Palestine aussi un peu, mais même si oui, dans des proportions moindres. Voilà. L'Église maronite, quand même, au Liban, elle est importante, elle a une visibilité et même une capacité internationale. Et puis parce qu'il y a ces fameux liens historiques, qui sont d'ailleurs assez mystérieux, hein, qui relèvent souvent plus de la rhétorique que d'une réalité profonde, qui unissent le Liban à la France, à l'Europe, etc. Donc effectivement, le risque que prend Netanyahou en direction du Liban est un risque plus élevé. Seulement moi, je suis un peu sceptique parce que depuis la guerre civile qui a commencé, si ma mémoire est exacte, en 1975, ça fait un demi-siècle que le Liban est dans une situation de déstabilisation profonde, sans compter les crises qui avaient précédé, celle de 1958. Et je m'aperçois que, décidément, la fameuse communauté internationale n'a pas été capable de restabiliser ce pays. Donc, il y aura probablement plus d'émotions, il y aura plus de rhétorique, il y aura plus de ministres des Affaires étrangères, de premiers ministres ou de présidents qui, la main sur le cœur, diront à quel point ils sont horrifiés, peinés par ce qui se passe au Liban. Est-ce que le problème libanais sera réglé? On met en cause le Hezbollah, dont il y aurait beaucoup à dire, bien entendu, sur sa stratégie et sur ses choix aussi, qui ne sont pas forcément les plus rationnels. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Hezbollah est né en 1982, justement, de cette crise libanaise. Et donc, tant que la crise ne sera pas réglée, le Hezbollah, qu'on pensait avoir décapité en tuant Hassan Nasrallah, continuera, sous une forme ou sous une autre, à créer aussi de la déstabilisation. Donc, tout ceci est quand même très inquiétant. Mais une chose aussi qui change, c'est le moral des troupes israéliennes, le fait que les troupes soient fatiguées. Pour maintenir une invasion du Liban éventuelle et peut-être même une action terrestre en Iran, il faut des troupes. Là, c'est des capacités matérielles, si on peut dire, qui peuvent commencer à être, pas à bout, mais presque. Oui, et tu as tout à fait raison, mais moi j'irais plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le moral de l'armée israélienne, ce n'est pas seulement ce qu'a dit le chef d'état-major, c'est-à-dire un risque probable d'insuffisance d'effectifs pour réaliser ces missions absolument démentielles et tentaculaires. C'est aussi derrière la crise de l'économie israélienne. Ça, personne n'en parle. Tu sais, on ne parle jamais du talon d'Achille, parce que c'est dangereux. Si on indique où est véritablement le point de faiblesse, tout le monde va se précipiter dessus. Mais hier encore, la Knesset a voté un budget militaire qui est de près de 20% du budget national. 8%, je crois, du PIB, ce qui est absolument énorme. Je ne connais pas d'économie qui puisse fonctionner durablement sur cette forme. On est même au-delà de ce que l'on appelle, de manière assez confuse, l'économie de guerre. L'économie israélienne est non seulement affaiblie par ce que l'on investit dans l'effort de guerre, mais au-delà de ça, commence aussi à ressentir les effets de certaines sanctions, des boycotts. On a beaucoup critiqué, voire criminalisé le BDS, le mouvement de boycott des produits israéliens, mais il commence à faire son effet. Il y a des établissements comme Carrefour, comme Starbucks, qui sont en train de revoir leur politique au Moyen-Orient. Il y a des investissements qui se tarissent. Donc l'économie israélienne, elle tient parce que l'opinion publique israélienne reste très mobilisée en faveur de ces opérations militaires. 93% des Israéliens sont favorables à cette politique d'intervention, donc n'insistent pas trop sur le coût économique
qu'il commence à ressentir au niveau des individus. Mais il y a un moment où il faudra s'interroger sur la capacité de résilience du système. Alors, dans ce monde où personne ne contrôle plus rien, les Houthis, ils entrent en guerre. Et on se demande si, après le détroit d'Ormuz, ce ne sera pas le détroit de Bab el-Mandeb qui sera bouché, et si, finalement, ce double bouchage ne va pas nous précipiter dans un nouveau choc pétrolier. Alors, ma génération n'a pas connu des chocs pétroliers, et celle d'après, encore moins. À quoi on peut s'attendre, justement, à quoi ça ressemble, quelles sont les conséquences dans la vie institutionnelle internationale d'un éventuel choc pétrolier? Alors, d'abord, le mot choc pétrolier, il est employé de façon très courante en ce moment, mais il reste assez flou. C'est plus un slogan qu'un concept. Il y a même un ministre Monsieur Lescure, si je ne m'abuse, j'ai du mal à me rappeler les noms des ministres, ils changent tout le temps, ministre de l'économie, qui un jour a parlé de choc pétrolier, le lendemain a dit non, c'est pas un choc pétrolier, donc on ne sait pas très bien. Pour qu'il y ait un choc pétrolier, il faut qu'il y ait effectivement un coût porté au prix du pétrole, à la quantité de pétrole, d'hydrocarbures même, disponible, et il faut que le phénomène soit durable. Parce que sinon, on a vu très, très régulièrement le cours du pétrole sauter au plafond et puis redescendre aussitôt. Il faut voir, là on commence à entrer dans le temps long, donc effectivement la notion de choc pétrolier fait sens, mais il faut voir que derrière l'idée de choc pétrolier, il y a les coûts portés au système dans sa globalité. Et c'est ça que l'on ne met pas suffisamment en valeur. Nous sommes dans non seulement une économie mondialisée et globalisée, mais on est dans un système totalement globalisé qui vient complètement anéantir l'idée même de souveraineté ou d'autonomie. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le Golfe Persique, peut-être demain tu as raison en mer Rouge, parce que la mer Rouge a une importance stratégique extrêmement élevée, tout le monde le sait, risque non pas de faire manquer l'essence à la pompe ou de renchérir le prix du super samplon ou du diesel, risque de mettre à bas toute l'économie mondiale. Parce que l'on a tendance à croire que les hydrocarbures, c'est seulement pour faire les pleins d'essence. Les hydrocarbures, ça sert à tout. Ça sert à faire tourner les usines, ça sert à la transformation des matériaux, donc à fabriquer quantité de choses, des plastiques jusqu'aux étoffes, enfin quantité d'éléments dont nous avons besoin. Donc effectivement, tout va être atteint et personne ne peut dire moi, du fait de mes paramètres, je suis à l'abri de ce genre de choses. Et c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas, on parle de guerre mondiale, ça n'a aucun sens. La première, la deuxième guerre mondiale, déjà, elles sont un peu différentes, mais elles appartiennent à un temps révolu. On est maintenant non plus dans la guerre mondiale, mais dans la guerre globalisée. C'est-à-dire une guerre qui touche absolument tout le monde et tous les secteurs, y compris le monde et les secteurs qui sont apparemment complètement en dehors du système. L'économie finlandaise ou l'économie du Guatemala, du Botswana ou de la Bolivie sont autant menacées que ne l'est l'économie du Moyen-Orient. C'est comme ça, on est dans ce monde-là, il faut le comprendre. Déjà, au début de la guerre d'Ukraine, on avait commencé à avoir ce réflexe de dire « Ah, oulala, c'est peut-être le marché mondial des engrais, donc l'agriculture mondiale qui va être mise en péril. » Là, c'est la même chose à puissance plus élevée. Donc, effectivement, quand je parlais, ça pourrait être le titre presque de notre entretien de conséquentialisme, là, il y a une rupture de conséquence. C'est-à-dire, personne ne se rend compte de tout ça. Je veux dire, les élucubrations de cet homme qui occupe la Maison-Blanche sont en train de faire basculer le système dans sa globalité, et il n'y a pas l'initiative d'un ministre des Affaires étrangères quelconque ou d'un chef d'État prétentieux qui pourra y mettre fin. Même pas la Chine. C'est-à-dire qu'on se demande, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, et on se dit finalement, le seul pilote qui aurait le pouvoir de faire changer les choses, c'est la Chine. Oui, tu as tout à fait raison. Et pourquoi ça ? Parce que la Chine
est le seul des pays du monde, l'économie chinoise est la seule des économies du monde à s'être pensée comme totalement solidaire du système monde. Solidaire, ce n'est pas solidaire au sens moral du terme, solidaire, c'est-à-dire que la Chine dès Zhou Enlai a compris que son succès, sa performance dépendra de la solidité du jeu systémique, que son succès dépendra du succès de la mondialisation. La Chine a délibérément choisi d'attacher son destin à celui de la mondialisation, ce qui correspond au vieil idéal confucéen de l'harmonie. C'est exactement ça, l'harmonie de Confucius mise à jour. Et donc, la Chine voit beaucoup mieux que les autres comment le dérèglement du système global peut lui être extrêmement coûteux. Et elle veille au grain. Alors, pour l'instant, elle a la politique de Rustin, c'est-à-dire s'arranger pour faire passer ses propres bateaux dans le détroit d'Ormuz, mais je pense que ces dirigeants comprennent que c'est le système monde qui est attaqué, et du coup, les dirigeants chinois mesurent le réel profil du locataire de la Maison-Blanche, en disant, effectivement, cet homme est dangereux parce qu'il peut dérégler le monde. S'il dérègle le monde, il déréglera le Paris chinois. Voilà. Et donc, son problème, c'est où placer les pompiers pour arrêter l'incendie. Mais c'est pas simple, c'est pas facile. Je crois qu'effectivement, la diplomatie chinoise est active. C'est pas dit qu'elle gagnerait, mais je pense que là, en l'espèce, dans l'intérêt de tout le monde, il faudrait qu'elle gagne. Merci beaucoup Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres et, bien entendu, nous allons continuer à explorer notre monde en pleine folie dans 15 jours, dans le cadre de Mondialité. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous, chaque euro compte.